Salutations, je suis Chad et ceci va être une vidéo approfondie sur les sièges de châteaux médiévaux. Et il faut que ce soit approfondi, car c'est un sujet très sophistiqué et aussi complexe que beaucoup de gens, honnêtement, comprennent mal. Il y a des éléments qui sont parfois trop mis en avant, parfois sous-estimés, et c'est un sujet tellement intéressant et diversifié, alors je vais faire de mon mieux, d'accord? Il se peut que j'oublie une ou deux choses, mais je rassemble en quelque sorte toutes les recherches et connaissances que j'ai acquises au fil des années sur ce sujet unique, d'accord? Et la première chose que j'aimerais aborder, c'est que les châteaux, ils ne sont pas invincibles, aussi déchirant que cela puisse être à dire. Chaque château est vulnérable à une faiblesse fatale principale, et c'est tout simplement de les affamer, d'accord? Vous pouvez avoir un château qui est presque invulnérable, vous savez, imprenable à un assaut, d'accord? Grâce à de nombreux paramètres de conception très ingénieux et tout ça, son emplacement, tous ces éléments entrent en jeu. Mais même dans ce cas, il existe des moyens de miner ce château, et je devrais vraiment dire qu'il y a quelques faiblesses auxquelles chaque château peut succomber en plus de simplement l'affamer. L'affamer, c'est un peu la principale. Quand vous avez une force suffisamment grande, déterminée et prête à aller assez loin, vous savez, à faire preuve d'inventivité pour prendre ce château, ils finiront par le prendre à moins que le château ne reçoive une aide extérieure. Donc, dans ce sens, la fonction principale d'un château est en quelque sorte une tactique de retardement. Et ne minimisez pas ça, d'accord? Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que n'importe quelle armée ou camp voudrait gagner lors d'une bataille, d'accord? Et cela peut aussi être quelque chose de préjudiciable. Mais pour un défenseur, le temps peut être très bénéfique et les châteaux servent toujours à cette fin pour la simple raison qu'ils sont très efficaces dans leur rôle de protection des occupants, d'accord? Et cela est évident à travers de nombreux exemples historiques, vu les efforts que les assaillants devaient y fournir pour prendre les châteaux, ce qui montre à quel point ces châteaux étaient efficaces. Ils n'étaient pas faciles à prendre, mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils étaient totalement invincibles ou imprenables. Donne-moi 10 bons hommes et quelques crampons d'escalade, je les rendrai prenables. Certes, certains châteaux n'ont jamais été conquis, mais cela ne signifie pas qu'ils étaient imprenables. Mais il y a de nombreuses raisons à cela, notamment que c'était trop difficile. Comme mentionné, les efforts historiques pour prendre des châteaux sont incroyables. J'en parlerai plus tard. Parfois, c'est simplement trop difficile et personne ne voudrait s'embêter avec ça. Avec détermination et ressources, on peut toujours prendre un château. Je vais partager des méthodes existantes. En dehors de l'apprentissage du contexte historique des sièges, garder ces choses à l'esprit est utile pour le jeu de rôle ou vos projets d'écriture. Fondamentalement, les châteaux ne sont pas faciles à prendre sans tactique rusée. J'y reviendrai plus tard. Et je vais commencer par certaines des méthodes les plus évidentes auxquelles les gens pensent lorsqu'il s'agit de prendre un château, c'est-à-dire les assiéger. Tout d'abord, la méthode la plus coûteuse et la plus susceptible d'échouer est l'assaut total. D'accord? Il existe des outils pouvant rendre un assaut plus efficace. Les plus basiques, allant du simple au complexe, sont les échelles. Courir vers un mur, placer des échelles contre le mur, grimper, tirer et ce genre de choses pendant que les défenseurs vous lancent toutes sortes d'objets dessus et simplement envoyer assez d'hommes pour submerger les défenseurs parce que, en fait, les défenseurs vont pouvoir repousser pas mal d'assaillants de cette manière. Renverser les échelles et jeter des objets sur les assaillants, comme de l'huile bouillante, est une idée récurrente. L'huile bouillante est une ressource précieuse. Je n'ai jamais entendu parler d'un cas où ils l'ont réellement fait. Ce qu'ils jetaient vraiment, c'était de l'eau bouillante, du sable chaud. Ils mettaient du sable dans une grande marmite pour le chauffer. Ils ne pouvaient probablement pas le faire fondre, mais ils le rendaient brûlant et le jetaient, et même de la chaux vive. Pour information, la chaux vive est un type d'acide. Toutes ces choses sont douloureuses, beaucoup plus accessibles et moins chères que l'huile. Ce sont donc des moyens pour les défenseurs de repousser ces assaillants avec des échelles, même si c'est coûteux. Mais si vous pouvez simplement submerger les défenseurs, faire grimper plus d'hommes sur ces murs au point qu'ils ne peuvent pas défendre chaque section du mur et submerger certains défenseurs qui essaient de les protéger, vous aurez des hommes sur ces murs. Il y a de nombreux cas où un château est simplement envahi, c'est coûteux. Et l'autre chose à propos de cela, c'est que cela peut même échouer. C'est là que les châteaux prennent tout leur sens. C'est pour cela qu'ils ont été conçus, avec tous leurs éléments défensifs, leurs plans, leurs dispositions. C'est exactement ce que les châteaux sont faits pour faire.
défendre, repousser, vous savez, des assauts comme celui-ci. Et les pertes peuvent vraiment s'accumuler du côté des assaillants. Donc, l'une des façons d'essayer de limiter ces pertes, c'est d'utiliser des outils pour vous aider. L'un de ces outils, le plus célèbre, c'est la tour de siège classique. Mais il faut comprendre que les tours de siège ne sont pas efficaces dans toutes les situations, parce qu'il faut de la place, d'accord, pour faire rouler cette tour de siège jusqu'au mur que vous essayez de prendre. C'est pour cela que les châteaux étaient souvent construits sur des hauteurs, parce qu'en les plaçant sur une grande colline, cela annule complètement la possibilité d'utiliser des tours de siège. Mais tous les châteaux n'avaient pas ce luxe. Certains châteaux étaient construits à des endroits stratégiques, comme à l'intersection de routes commerciales, et ne pouvaient pas être placés en hauteur. Donc, l'autre façon d'essayer de limiter, vous savez, l'utilisation de tours de siège, c'est un fossé, d'accord? Un grand et profond fossé devant les murs qui est aussi très efficace pour empêcher les assauts à l'échelle et ce genre de choses. Donc, que ce soit en hauteur ou avec un fossé, c'est très efficace et important pour les châteaux, mais tous les châteaux n'en avaient pas et tous les endroits qui utilisaient des défenses de châteaux n'avaient pas non plus ce luxe. Et pourquoi est-ce que je parle d'emplacement? Parce que dans cette réflexion sur les sièges, nous devons aussi considérer les sièges de grandes villes et même de cités, d'accord? Parce qu'elles avaient des défenses très classiques de type château. Et en ce qui concerne les villes, même les petites villes, il semble que plus c'est grand, plus il y a de zones où l'on peut réellement utiliser des tours de siège, parce qu'il y a plus d'endroits où le terrain est assez plat, près des murs, pour employer une véritable tour de siège, et il est bien plus difficile de creuser un fossé autour d'une ville que d'un château. L'un des meilleurs exemples historiques de l'utilisation efficace des tours de siège lors d'un siège est le siège de Jérusalem pendant la première croisade. Les croisés ont pris la ville en construisant 2 immenses tours de siège et en les faisant rouler jusqu'au mur de la cité. Le fait est que, bien sûr, on peut se défendre contre les tours de siège et l'une des meilleures façons de le faire est de les incendier. C'est exactement ce que les défenseurs ont fait. Ils ont réussi à enflammer l'une de ces tours de siège et à la retirer complètement de la bataille, mais pas la seconde. La seconde atteint le mur et ils jettent alors suffisamment d'hommes sur ces murs pour avoir un accès direct aux remparts. Ils ont ainsi pu prendre la ville et faire ce qu'ils voulaient. C'est là que nous arrivons à l'élément suivant que je veux aborder à propos des tours de siège, à savoir la question du pillage. Tout le monde pense que la période médiévale était horriblement brutale et que la guerre était simplement sauvage, ce qui, dans certains cas, était bien sûr vrai, mais pas dans tous les cas. Et c'est un mythe que je veux déconstruire ici. Certaines forteresses, villes, etc., lorsqu'elles étaient prises, les perdants, c'est-à-dire les défenseurs vaincus, étaient en fait traités de manière assez amicale et équitable. Ils étaient relâchés et leurs terres ne leur étaient pas retirées. Par exemple, dans le cas d'un château, si les défenseurs étaient peu nombreux, ils n'étaient pas faits prisonniers, ils étaient relâchés et conservaient leurs terres et leurs titres. Mais dans certains cas, oui, ils étaient emprisonnés, leurs terres confisquées et parfois même exécutées, ce qui donnait lieu à des bains de sang. Cela dépend de beaucoup de situations, cela dépend du chef, de celui qui dirigeait l'armée. Un point intéressant ici, c'est que ce n'est pas seulement un état d'esprit général de toute l'armée. Parfois, l'armée peut être bien plus clémente et c'est le chef qui exige des actions plus brutales. Lors du siège de Gaillard, et nous reviendrons sur le château Gaillard, car il y a beaucoup de choses instructives à apprendre de ce siège. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, le château Gaillard a été construit par Richard Cœur de Lion, surplombant la rivière Sienne en Normandie. Après la mort du roi Richard, son frère Jean monte sur le trône, et c'est un roi vraiment nul, d'accord? Et il ne s'occupe vraiment pas bien de ses possessions en France ou en Normandie, pas du tout. Et en fait, il devient le vassal du roi Philippe de France. Et dans l'une de ces stipulations intéressantes ici, Jean pensait qu'il pourrait conserver toutes ses possessions, mais si l'un de vos vassaux se comporte mal, le seigneur de ce vassal a le droit de confisquer certaines terres. Encore une fois, Jean étant un roi médiocre, s'est mal comporté aux yeux du roi Philippe, mais je ne suis pas sûr que ce soit Philippe qui pensait « Tu es une personne terrible, je vais te prendre tes terres », c'est plutôt qu'il attendait n'importe quelle occasion pour reprendre ses terres. Quoi qu'il en soit, il trouve l'occasion et il part prendre la Normandie. Il arrive à Château-Gaillard, qui est en quelque sorte le point clé pour pouvoir prendre le reste de la Normandie. C'est tellement intéressant que le château joue un rôle aussi tactique dans ce genre d'invasion, de bataille et tout ça. Donc, ils doivent
prendre le château et, bien sûr, ils encerclent la terre et la population. Le village voisin se réfugie à Château-Gaillard et Gaillard, bien sûr, les accueille. Mais cela met une énorme pression sur leurs ressources. Ils n'ont pas assez de nourriture pour tout le monde. On estime qu'entre 1000 et 2000 personnes viennent au château pour se réfugier, donc ils ne peuvent pas tous les soutenir. À un moment donné, le châtelain du château, qui est en gros le commandant du château à ce moment-là, doit expulser certains membres, donc il en expulse environ 400. Et devinez ce qui se passe? Les assaillants, les Français, les laissent partir, ces civils s'en vont et ils les laissent partir sans aucun mal. Cela se produit une deuxième fois et ils les laissent encore partir. Mais devinez ce qui se passe, le roi Philippe. Il l'apprend et il dit « Non, vous faites une énorme erreur tactique. Je ne suis pas sûr de l'avoir formulé ainsi, mais il sait que plus il y a de nourriture consommée dans ce château, plus vite il tombera en le réduisant à la famine. » Alors il ordonne à ses troupes de tirer sur les civils pendant qu'ils sont expulsés du château. Les civils doivent donc retourner au château, mais devinez quoi? Le château ne les laisse pas entrer. Ils sont donc obligés de camper au pied des murs du château. D'accord. Le château ne les laisse pas entrer, les forçant à rester hors de portée des tirs des troupes françaises. La plupart meurent de faim. C'est une situation horrifiante, comparable aux brutalités qu'on retrouve en temps de guerre. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que cette brutalité a été causée par l'ordre d'un seul individu, alors que la plupart des soldats étaient des Français. Et vous savez, le lien entre la Normandie et la France, ce sont des territoires qui ont changé de main. La Normandie a changé de main plusieurs fois. Regardez la guerre de 100 ans, par exemple. Mais peut-être que les soldats français attaquants voyaient ces civils comme leurs compatriotes, d'une certaine manière. Et ils ne voulaient pas, vous savez, les tuer. Donc c'est quelque chose de complexe quand on essaie d'aborder la brutalité de la guerre. Ce n'était pas brutal à 100% tout le temps, et chaque soldat n'était pas un maniaque assoiffé de sang, voulant massacrer, piller et violer, d'accord? C'est une situation complexe, il faut tenter de comprendre tous les signes. Et cette situation concernant les civils, lors du siège de Château-Gaillard, est très instructive à cet égard. Un autre point instructif concernant le concept de pillage, d'accord, quand on entend qu'un village, une ville ou une cité a été pillée, on pense qu'elle a été complètement saccagée et rasée, mais ce n'est pas vraiment le cas. Le siège de la ville portuaire de Harfleur par le roi Henri V, et cela s'est produit pendant la guerre de 100 ans, je crois. La fin de la guerre de 100 ans. Lors du siège de la ville portuaire de Harfleur, mené par le roi Henri V à la fin de la guerre de 100 ans, ils finissent par prendre la ville. Encore une fois, nous pouvons apprendre des choses très instructives à ce sujet, mais cela prend du temps. En fait, il faut beaucoup plus de temps à Henri pour prendre cette ville qu'il ne l'avait initialement prévu. Et les habitants, les défenseurs à l'intérieur de la ville, s'attendaient à ce qu'une grande armée française vienne les secourir. Donc, ils tenaient bon en attendant des renforts, mais les Français, en réalité, voulaient profiter du temps que leur offrait le siège d'Harfleur. N'oubliez pas, l'un des grands atouts tactiques d'un château ou d'un point de défense robuste est le temps qu'il procure. Ils voulaient utiliser ce temps pour rassembler une armée bien plus grande afin de repousser les envahisseurs anglais. Et cela a fonctionné. L'armée française rassemblée était si immense qu'Henri ne voulait même pas l'affronter. Ils tentaient de se retirer, mais ils l'ont encerclé et ont engagé la bataille d'Azincourt. Mais comme vous le savez, l'histoire ne s'est pas bien déroulée pour les Français. Malgré les aspects tactiques en jeu, sans ces éléments contre eux, cela s'annonçait comme un bain de sang vu l'immensité de l'armée française rassemblée grâce au long siège de Harfleur. Un récit d'un Anglais ayant participé au siège raconte qu'après la prise de la ville, ils sont entrés pour piller, dont lui, dans une maison. Il pille un peu de nourriture pour apaiser sa faim, une couverture et une croix en argent. Et c'est tout. Il ne viole personne, il ne brûle rien, d'accord? Il prend juste une couverture, de la nourriture, une croix en argent. La croix en argent avait sûrement une grande valeur, son vol a dû être difficile pour la personne, mais cela aurait pu être pire. Et il faut aussi prendre en compte que l'armée était toujours en mouvement, donc les soldats ne pouvaient prendre que ce qu'ils pouvaient porter avec eux, d'accord? Ils ne peuvent pas simplement prendre de gros coffres de butin en disant « je suis riche maintenant ». C'est un peu plus complexe que ça, mais s'ils n'avaient pas été en mouvement, peut-être qu'ils auraient pu prendre plus, donc il y a cet aspect intéressant à considérer. Comme nous avons pu le constater dans le récit du siège de Château-Gaillard, l'une des ressources les plus importantes pour tout siège, c'est la nourriture et les provisions, d'accord? Parce que
La plupart du temps, ça va durer longtemps. Si les assaillants ne sont pas obligés d'attaquer, ils n'ont pas besoin de le faire. Mais le temps est toujours un facteur intéressant, car si vous attendez trop longtemps pour prendre ce château, vous pourriez tomber en hiver, et vous ne voulez pas faire la guerre en hiver, surtout à l'époque médiévale, à moins d'avoir un abri. Si vous avez un abri, d'accord, vous pouvez survivre ou forcer vos troupes à tenir, mais il y a tellement de problèmes parce que, avec autant d'hommes au même endroit, souvent des infections et des maladies peuvent éclater. La dysenterie était assez courante dans les armées médiévales. En fait, ça arrivait aussi aux armées modernes. Mon arrière-grand-père, pendant la Première Guerre mondiale, a souffert de la dysenterie et il détestait ça. Dans tous les mémoires qu'il a écrits à ce sujet, il parlait de la nourriture horrible et de la dysenterie. C'est à peu près tout, même s'il a fait quelque chose d'assez héroïque. Mais bref, je m'égare. Ce qui l'a marqué, c'était la mauvaise nourriture et la dysenterie. D'ailleurs, petite parenthèse, qu'est-ce que la dysenterie? Imaginez une diarrhée explosive multipliée par 100. Donc parfois, les assaillants n'ont pas le luxe d'affamer le château et ils sont obligés de lancer un assaut. Un autre point crucial concernant le temps. Si le château tient bon, il peut être secouru par ses alliés, d'accord? N'importe qui dans la région qui ne veut pas perdre la terre peut envoyer des troupes pour attaquer l'armée assiégeante, et si ces troupes sont plus nombreuses, alors ils ne peuvent pas prendre le château. Donc parfois, la main des assaillants est forcée, soit par l'arrivée d'une autre armée, soit par l'hiver qui approche, et tout cela les oblige à prendre des risques et à être plus agressifs, ce qui peut vouloir dire lancer un assaut, mais les assauts peuvent être repoussés. Parfois, ils doivent donc réfléchir à des moyens vraiment ingénieux et inventifs pour prendre le château plus rapidement, mais sans trop de pertes pour leurs propres troupes. On y reviendra, mais je veux d'abord parler d'autre chose, à savoir le problème du bombardement. Tout le monde pense que, pour prendre un château, il suffit de fabriquer quelques trébuchets et de tout raser. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des cas où des châteaux ont été rasés, d'accord. Et l'un des exemples les plus célèbres, c'est bien sûr Warwolf, le plus grand trébuchet historique jamais construit. Mais ce que les gens oublient, c'est que Warwolf était l'exception, d'accord? Il n'y a qu'un seul récit d'un trébuchet aussi grand et aussi destructeur. Il y a des récits où certains défenseurs, en voyant Warwolf, se sont simplement rendus, d'accord? Genre, on est foutu, on se rend. Warwolf a pu raser des sections entières de châteaux, mais ce n'est pas parce qu'une partie d'un château a été rasée que le château est tombé. J'en reparlerai un peu plus tard. Mais d'abord, je veux insister et expliquer le contexte plus large et plus courant du bombardement et des trébuchets, d'accord? L'un des types de trébuchets les plus courants était le trébuchet à traction mesurant environ 4 mètres de haut. Le contrepoids était fourni par des hommes plutôt que par une masse énorme. À l'autre bout, des gars s'agrippaient aux cordes suspendues, les tiraient d'un coup sec pour lancer des rochers. Les gens imaginent souvent d'énormes rochers comme projectiles de trébuchet, mais en réalité, les projectiles les plus courants étaient de cette taille. Et un projectile de cette taille ne va pas du tout raser un mur. Ce genre de trébuchet pouvait plutôt servir de force de démoralisation. Il pouvait faire tomber des créneaux et, avec de la chance, toucher et tuer des défenseurs. Un rocher de cette taille sur la tête est fatal. Mais ce n'est pas suffisant pour détruire des sections d'un mur de château conçu pour résister à ces attaques. Lorsqu'on arrive au trébuchet classique avec contrepoids, il est souvent 2 fois plus petit que Warwolf. La situation est donc plus complexe. Parfois, un trébuchet a pu démolir des parties d'un château, d'autres fois, ils étaient pratiquement inutiles. L'une des meilleures défenses contre un trébuchet est d'avoir un château hors de portée en hauteur. Les trébuchets ont une portée limitée. On suppose aussi toujours qu'ils sont utilisés par la force assaillante. Les défenseurs peuvent aussi utiliser des trébuchets, et cela pose un gros problème, car si les défenseurs ont une capacité de bombardement depuis l'intérieur de leur mur, ils sont bien plus en sécurité que la force assaillante. Et si la force assaillante n'a que des palissades en bois et ce genre de choses pour se défendre, cela ne les protégera pas des rochers lancés par les engins de siège comme les trébuchets amenés près du château. Cela les met à portée des défenseurs et ils peuvent être anéantis. Il faut prendre cela en considération. En passant, les catapultes étaient rarement utilisées au Moyen Âge. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y avait des mangonneaux 2 fois plus petits que ce que les gens pensent. J'ai fait une vidéo sur la vérité sur la catapulte. Ne mettez pas de catapulte dans la guerre médiévale. Pour être précis dans le jeu de rôle,
Historiquement, c'était plus rare qu'imaginé. Il y a beaucoup de problèmes avec les catapultes. Regardez ma vidéo pour les fêtes. Ensuite, nous devons discuter du fait que même si vous démolissez une partie du château, cela ne signifie pas que le château est détruit et qu'ils vont se rendre. Il y a beaucoup de gravats sur le passage. Une barrière persiste donc entre assaillants et défenseurs. Et les défenseurs peuvent utiliser cette barrière pour se défendre très efficacement. Donc, cela ne veut pas dire, parce qu'il y a de nombreux exemples de sièges historiques où des sections du château ont été détruites et les défenseurs ont quand même tenu pendant des mois. L'un des meilleurs exemples de trébuchets incapables d'abattre les murs d'un château est le siège de Rochester par le roi Jean. Après avoir bombardé ce château pendant des lustres, il abandonne. En gros, ça ne marche pas, d'accord? Et ce sont des trébuchets, ils ne percent pas les murs du château. Pourtant, à Rochester, tout un quart du château s'est effondré. Mais ce n'était pas à cause du bombardement. C'était en fait dû à une autre stratégie très courante et honnêtement efficace, mais à long terme, pour faire tomber un château, la tactique du sap. Saper signifie simplement miner, creuser sous une section du château, allumer un grand feu pour affaiblir les fondations et le château s'effondre essentiellement. Et c'est ce que le roi Jean a fait contre Rochester. Fait intéressant, les défenseurs ont quand même tenu quelques jours après. Bien sûr, je dois mentionner l'un des meilleurs exemples d'un château qui a résisté à une force d'attaque, même après que des sections du château aient été démolies, le siège du château Van Brugge. Cela doit être l'un des sièges les plus épiques de tous les temps, où tous ces fantassins sortaient du château à des moments intermédiaires, attaquaient, puis se repliaient dans le château. Mais un défenseur principal, un chef, tenait vraiment les murs face à ses assaillants. Chaque fois que ce chef sortait, tous les agresseurs se jetaient sur lui, mais il tenait bon, et les fantassins ont finalement fait un sacrifice noble. Et cela a duré si longtemps, même avec des sections du château détruites, que les assaillants, ils ont simplement abandonné car cela prenait trop de temps, donc ils se sont retirés et le château est resté debout. Le meilleur exemple historique de sap ou de minage est le siège du château Gaillard, où les paysans ont été expulsés, comme mentionné précédemment. Le château Gaillard doit être l'un de mes châteaux préférés de tous les temps. Je veux dire, il est tout simplement magnifique. Maintenant, il est en ruine, mais il y a quelques reconstitutions d'artistes qui essaient de montrer à quoi ce château aurait pu ressembler à l'époque médiévale, et elles sont un peu différentes les unes des autres. Donc, si on les regarde toutes, on peut se faire une idée de base de ce à quoi le château Gaillard aurait pu ressembler. Maintenant, une des choses que je veux souligner à propos du château Gaillard, un peu en marge de tout ça, c'est de jeter un œil au donjon. D'accord? Regardez ces sections, vous voyez ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les plus grandes que j'ai jamais vues dans un château historique, et je me demande, c'est probablement ma préférée. Vous voyez ce que c'est, et vous savez comment je dois le dire? Matriculation. Vraiment, les matriculations sur ce château sont parmi les plus grandes que j'ai vues. C'est impressionnant, avec 3 basses-cours distinctes. D'accord, 3 positions de défense complètes pour ce château. Et donc, les assaillants menés par le roi Philippe ont dû prendre chacune d'elles, une étape à la fois. Prendre ce château était difficile, c'est sûr. Et l'une des premières choses que j'ai faites est tout simplement incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir de manière originale pour prendre un château. Où il fallait recourir à des méthodes vraiment très astucieuses et sophistiquées pour prendre un château, parce que les châteaux étaient efficaces dans leur fonction. Et donc, le premier problème, c'est que le château principal est situé sur une telle hauteur que le seul point d'accès est cette basse-cour séparée devant lui, où un pont-levis mène à une architecture de château magnifique. Cette basse-cour la plus extérieure peut être appelée cour extérieure ou barbacane, selon les termes historiques. Tous ces termes sont corrects. Mais pour accéder au château principal, il faut passer par cette section extérieure. La section est séparée du château principal. Même si elle tombe, beaucoup de travail restera. Mais pour la prendre, elle est encore sur une élévation assez élevée. Et il y a un grand fossé devant. Alors, ce que Philippe a fait, d'accord, il a construit une sorte d'abri protecteur en bois, une barrière, sur une route qu'il a faite jusqu'au bord du fossé. Donc, c'est comme un tunnel en bois, d'accord, pour protéger les assaillants de toutes les flèches et des choses que les défenseurs peuvent leur lancer dessus. Et cela lui a permis d'amener ses troupes assez près pour combler une partie du fossé. Ils l'ont rempli avec des branches, de la terre et d'autres éléments similaires,
Et puis ils ont construit, vous savez, une barrière de protection pour avancer, et tout cela n'était que pour atteindre le mur du château, d'accord? Et une fois qu'ils atteignent le mur du château, ils commencent à creuser en dessous, ils creusent jusqu'aux fondations, aussi profondément qu'ils peuvent, même un peu sous les fondations, et ils allument un grand feu, ils laissent brûler et ils réussissent. Ils provoquent l'effondrement et la chute d'une section entière du mur du château, et après cela, c'est un grand assaut. Mais ils ont une protection, la passerelle qui mène directement au mur. Ils peuvent envoyer leurs troupes et submerger cette ouverture, et ils prennent cette section du château. C'est donc un excellent exemple historique de sape ou de minage contre un château, mais le problème, c'est que cela prend du temps. Cette stratégie est réellement orientée sur le long terme. Et si vous êtes limité dans le temps en tant qu'assaillant, s'il y a une force de défense qui vient pour lever le siège, si les défenseurs sont aidés, vous n'aurez pas le temps ni la possibilité de le faire. C'est quelque chose de difficile à réaliser, mais cela peut être utilisé quand vous avez du temps et devez prendre le château sans pouvoir l'affamer car cela serait trop long. Et donc maintenant, Philippe a la section Barbicane du château, mais ils ont encore 2 autres basses-cours à prendre. Jean, le mauvais Jean, a ajouté une section intéressante au château. Une partie chapelle du château était reliée au mur et avait une fenêtre basse représentant une vulnérabilité, pour que, tu sais, les assaillants puissent grimper et entrer. Maintenant, ce n'est que de la spéculation, mais c'est ce qu'il pense le peuple le plus probablement. Le récit le plus courant, c'est que les Français sont entrés par une latrine. D'accord. Mais en réalité, les personnes qui ont étudié cela disent que l'histoire de la latrine était probablement un faux récit sur la façon dont ils ont pris cette partie de la basse-cour, parce qu'ils ne voulaient pas être vus comme profanant un lieu sacré pour prendre le château. C'est très probablement ce qui s'est passé. Ils sont entrés par la fenêtre de la chapelle, se faufilant à l'intérieur, abaissant le pont-levis et ouvrant les portes. Malgré les combats, en ouvrant les portes, les Français se trouvent juste à l'extérieur, de l'autre côté de la barbacane. Et avec cette porte abaissée, je cours à l'intérieur et ils peuvent prendre cette section, puis ils ont la dernière cour. Et ensuite, pour prendre la cour intérieure du château, ils l'ont bombardée d'après les récits que j'ai pu trouver. Suffisamment pour faire s'écrouler une partie du château. Dès l'effondrement, ils se sont rués à l'intérieur. Avant que les défenseurs ne puissent vraiment se replier vers le donjon, et ensuite le château a finalement été pris, ce qui a permis la conquête totale de la Normandie par la suite. Donc il y a des choses vraiment fascinantes que je peux apprendre de ce récit. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point il est difficile de prendre un château. Et je veux souligner comment ils ont réussi à prendre la seconde cour ou basse cour du château en s'infiltrant, parce que c'est l'autre façon principale de prendre un château, et honnêtement la plus efficace et la plus efficiente si on peut s'en sortir ainsi. Et c'est de la ruse, d'accord? Ouvrir les portes de l'intérieur parce que les châteaux sont construits avec de grands murs justement pour empêcher cela. Mais si vous pouvez contourner cette fonction fondamentale, le château tombera sans trop de difficultés. Ce type de ruse est fréquent, comme le siège du château de Corfe, un récit historique phénoménal. La dame du château et 40 domestiques défendaient le château contre environ 200 hommes, et ils ont résisté. Tu sais, ils le faisaient. Ils tenaient tellement bien qu'ils ont même été renforcés par l'arrivée de 100 soldats supplémentaires dans le château. Mais le problème était qu'un de ces 100 soldats n'aurait pas dû être présent. Ils étaient alliés avec les agresseurs, les assaillants, et ils ont été acceptés dans le château par la poterne. Pendant la nuit, ils ont ouvert la poterne, la porte arrière du château, à l'ennemi. Ils ont pu entrer, prendre le château et le piller. C'est un autre aspect intéressant de cette histoire. La dame a été libérée et a gardé ses terres et titres. Aucun mal n'a été fait à elle ou aux défenseurs. Parce que les assaillants étaient tellement impressionnés par le courage des défenseurs. Malgré les lourdes pertes subies lors de l'assaut du château, les assaillants, impressionnés, ont laissé partir la défenseuse libre en la félicitant pour son combat acharné. Donc, comme nous pouvons le voir en regardant les récits historiques et tout ça, le siège du château n'a jamais été quelque chose de standard où tout se passait comme prévu. Bien sûr, dans certaines situations, il pouvait s'agir simplement des assaillants qui affamaient les défenseurs jusqu'à leur reddition. Et le château est pris, des choses comme ça, mais même dans ces cas-là, la complexité de ce qui se passe dans l'esprit des défenseurs est bien plus grande. Ils tentent de résister un moment, mais sont confrontés au manque de nourriture et au péché dans leur rang. Pensent-ils qu'ils ne vont pas recevoir de secours d'un allié qui viendrait les aider ou quelque chose comme ça? Les assiégés réfléchiraient aux conditions de reddition avant de se rendre, sachant qu'il y aurait des négociations. Les assaillants leur promettraient un meilleur traitement s'ils se rendaient sans combattre pour éviter de perdre des hommes.
D'accord, on vous laissera partir librement, mais si vous nous forcez à prendre le château par la force et à sacrifier nos hommes, alors pas de quartier, nous allons massacrer tout le monde à l'intérieur, ce qui est arrivé dans certaines circonstances, mais c'était en quelque sorte une représaille contre le fait d'avoir obligé les assaillants à engager leurs hommes et à perdre des vies. Si les défenseurs s'étaient simplement rendus, cela ne serait pas arrivé. Et si les assaillants ne mettent pas leurs menaces à exécution, cela veut dire que la prochaine fois qu'ils attaqueront un château, leurs menaces ne seront pas prises au sérieux. Ils sont donc vraiment forcés et obligés de massacrer tout le monde comme ils l'avaient dit, pour qu'à l'avenir, on ne les oblige pas à engager autant d'hommes et à perdre des vies lors d'un siège. C'est donc quelque chose de beau, sophistiqué et complexe. Et j'espère avoir fait un travail suffisant pour couvrir la complexité et la sophistication de ce qu'étaient vraiment les sièges médiévaux et à quel point les châteaux étaient efficaces. Parce que dans toutes ces situations, le thème récurrent, c'est que ce n'était jamais facile, sauf s'ils avaient vraiment de la chance, qu'ils faisaient entrer quelqu'un en douce, ouvraient les portes, ce genre de choses. Mais la plupart des sièges étaient des affaires longues, qui prenaient du temps, coûtaient des vies. Et c'était difficile. Les châteaux sont incroyables. Ils remplissaient leur rôle. C'est pour ça qu'ils ont été construits, parce qu'ils étaient efficaces dans presque toutes les situations. Un château remplit sa fonction. Il retarde la force d'attaque, car ils ne peuvent pas simplement traverser le pays et tout prendre. Non, ils doivent s'occuper de ce château. Car sinon, il y a une force de défense qui peut sortir, lancer des escarmouches contre eux, les harceler, recevoir des renforts, tenir pendant l'hiver, ce genre de choses. Il est donc essentiel de prendre ce château. Si vous voulez plus d'informations sur la façon dont les châteaux remplissaient vraiment leur rôle, pourquoi ils ont été construits, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, pourquoi les châteaux ont été construits, et j'y explique leur utilité tactique. J'espère que cela vous a plu, et bien sûr, j'espère vous revoir. Donc d'ici là,